De vous accueillir en ces lieux majestueux pour ces rencontres capitales. Ces rencontres, c'est le grand débat d'idées de l'Institut de France. Depuis 10 ans, elles mettent à l'honneur ceux qui pensent et ceux qui changent le monde. Grosse nouveauté cette année, ces discussions vont servir également d'inspiration, si on peut dire, allez, on va dire de base de travail, pour être humble, aux travaux des académiciens et des académiciennes. Je dois le reconnaître, en tout cas moi, je ressens quand même une sorte de pression à ici pouvoir s'exprimer sous la coupole, un lieu chargé d'histoire, un lieu bien évidemment mythique. Ce débat a été préparé également par un panel d'étudiants. Je me permets de me présenter pour commencer. Je m'appelle Emmanuel Duteil, je suis rédacteur en chef économie et social à Europe 1. Je présente chaque jour une émission qui s'appelle La France bouge entre 13h et 14h, une émission qui justement met en avant humblement ceux qui osent, ceux qui essayent aussi à leur échelle de changer le monde. Je me permets de vous rappeler les règles Covid. Désolé, en cette période, on est obligé d'en passer par là. Le respect des gestes barrières. Vous êtes contraint de garder le masque. Quand c'est possible, essayez de conserver un siège sur deux. Je me permets également de vous faire savoir qu'une librairie est située dans la deuxième cour de l'Institut. Elle va permettre d'acheter les livres des intervenants. Vous pouvez suivre également tous ces débats sur Internet en streaming et les retrouver également ensuite après ces interventions. Et également un grand merci à tous les partenaires qui rendent possible ces rencontres capitales. Je vais vous expliquer comment va se passer cette rencontre, ce débat, si on peut dire, même si on n'est pas là pour s'opposer, on est là pour se compléter. Et en ces temps actuels, c'est pas si courant. Dans un premier temps, je vais me permettre de rapidement vous présenter la problématique de ce débat. Ensuite, nous échangerons avec nos panélistes, puis des étudiants auront la possibilité de poser des questions directement à nos quatre intervenants. Et puis après, vous, là, dans cette salle magique, sentez-vous libre. Vous avez une vingtaine de minutes derrière pour intervenir et également pour challenger ou pour discuter, si vous le souhaitez, avec nos intervenants du jour. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Avec l'arrivée du Covid, on a été nombreux, surtout nous les journalistes au démarrage, quand on savait pas très bien ce qui était en train de se passer, à parler du monde d'après, à imaginer le monde d'après. Ça nous permettait peut-être d'oublier ce qui était en train de se passer avec ce séisme que nous étions en train d'affronter. C'est quoi le monde d'après? Est-ce que ce sera un monde meilleur? C'est en tout cas le thème de notre rencontre en ce début d'après-midi. Alors, un thème, vous êtes peut-être dit en vous installant ici, qu'est-ce que c'est large? Qu'est-ce qu'à avoir finalement le télétravail, le Green Deal, les innovations, l'inclusion? Mais finalement, ça pose cette question, à quoi ressemblera l'économie? À quoi ressemblera l'entreprise demain? Et puis, vous, jeunes, moins jeunes, qu'est-ce que vous avez envie finalement à la sortie de cette crise? On l'espère, au moins d'ici quelques mois. Qu'est-ce que vous avez envie dans votre façon de travailler, dans votre façon finalement de trouver du sens? Alors, ça paraît très ambitieux de réussir à répondre à cette question avec l'heure et demie que nous allons passer ensemble. Mais quand même, on va se mettre ce défi, on va essayer collectivement de relever ce défi. Avec la cinquième vague qui touche en ce moment l'Europe, de nombreux pays soit se reconfinent, vous avez peut-être entendu aujourd'hui l'Autriche, ou la Belgique qui décide par exemple de repasser à un télétravail forcé. A-t-on vraiment envie de travailler à distance? La liberté offerte par le télétravail change-t-elle finalement nos relations dans le monde de l'entreprise? Finalement, le télétravail partiel souhaité par une partie des salariés n'est-il pas juste le reflet d'une envie d'autonomie, d'un management plus participatif? Bref, un vent de liberté semble peut-être souffler sur ce monde du travail. Et au-delà de ce monde du travail, la crise finalement n'a-t-elle pas été un accélérateur ou a rendu possible des tendances qui étaient sous-jacentes jusque-là? C'est la question au travers du Green Deal, des innovations, de l'inclusion, c'est la question de la place de l'entreprise, de sa raison d'être qui est posée. L'entreprise doit-elle être sociale, écologique, utile, inclusive? Qu'est-ce qui ressort de l'effet de mode? Qu'est-ce qui est au contraire une véritable lame de fond? Alors voilà, en quelques minutes, comment j'ai souhaité poser le débat. Et pour en débattre, nous avons autour de nous Julia de Funès, bonjour. Alors, je vais vous demander, voilà, Oui, chacun de bonjour, prendre bonjour à votre tous. micro. Vous êtes philosophe, essayiste, vous avez travaillé pendant 10 ans dans les ressources humaines et vous avez notamment publié en 2017 Socrate au pays des process.
également à mes côtés, à ma gauche, Nicolas Bavrez. Bonjour. On vous connaît, économiste, essayiste, historien. Vous allez apporter votre vision extrêmement utile à ce débat. Jean-Pierre Clamadieu, Bonjour. également bonjour. Vous êtes le président du conseil d'administration d'Engie. Vous êtes également le président du conseil de l'Opéra national de Paris depuis 2018. Mais ce qui est important, ce qui montre la vision et l'ouverture d'esprit que vous avez. Enfin, Alexandre Denavaille, directeur général de Kedge Business School. Bonjour à vous. Et vous avez pendant plusieurs années également dirigé le loueur de voitures Hertz. Alors, on va commencer avec vous, si vous le voulez bien, Julia de Funès. Et on va commencer avec ce qui fait votre compétence première, ce monde du travail. Que va changer le télétravail? Est-ce qu'il va perturber? Et finalement, qu'est-ce que cette envie de télétravail dit de notre rapport au monde de l'entreprise, à nos envies, Julia de Funès? Alors c'est large comme question et c'est un peu gênant de parler de télétravail qui est très prosaïque dans un lieu si solennel. Mais enfin, ça change quand même et ça bouleverse la vie de beaucoup de gens, de beaucoup de salariés. Et sans se projeter dans des prédictions hasardeuses, il ne s'agit pas d'émettre des hypothèses sur le monde d'après. Je ne crois pas au monde d'après. Je crois qu'il y a des choses qu'il s'agit de conserver et qui fonctionnent très bien. Donc il ne s'agit pas de faire table rase du passé. Et puis en même temps, il y a des tendances de fond qui semblent s'inscrire dans un temps long. Et le télétravail en fait partie. Ce serait à mon sens complètement vain de vouloir revenir sur l'essence même du télétravail qui est assez plébiscité par la majorité des collaborateurs. Et effectivement, je crois que ça change son rapport au travail, son rapport à l'entreprise, son rapport au management. Enfin, ça change clairement le management et puis surtout toute la conception qu'on a de son travail. Paradoxalement, alors là, je vais raisonner en termes générationnels, ce qui n'est jamais vrai, ce qui n'est jamais juste, il faudrait nuancer. Mais j'ai 42 ans, pour ma génération et les précédentes, le travail pouvait très facilement, très vite être considéré comme une finalité en tant que telle. On avait un beau travail, on rentrait dans une belle entreprise et ça justifiait la carrière. Ça me semble beaucoup moins juste aujourd'hui. On rencontre beaucoup de gens plus jeunes, sauf contradiction des plus jeunes ici dans la salle, mais qui n'entrevoient plus le travail comme une finalité en tant que telle. Quand quelqu'un vous dit « moi je travaille 2 ans à fond dans une très belle entreprise et puis je quitte tout dans 2 ans et je fais le tour du monde » ou ce que vous voulez, on voit très clairement que le travail change de place. C'est pas simplement le télétravail qui fait changer les collaborateurs de place, le travail change de place dans l'esprit des gens. Et paradoxalement, ces personnes-là, et le télétravail amplifie ce phénomène, en domestiquant le travail, en mêlant le travail à la vie du foyer, fait du travail un moyen au service de l'existence. Mais qui est-ce qui donne le plus de sens à son travail? C'est pas ceux qui le considéraient, et je me mets dedans, comme une finalité en tant que telle. C'est ceux qui le considèrent comme un moyen au service d'autre chose que lui-même. Parce que travailler pour travailler n'a évidemment aucun sens. Le travail n'a pas un sens en lui-même. S'il a un sens, c'est qu'il répond à autre chose. Et je trouve que le télétravail amplifie ce phénomène en faisant du travail un moyen au service de la vie. La vie n'est pas simplement ce qui reste à 19h une fois qu'on a fini de travailler. D'où la difficulté, vie pro, vie perso, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais pour moi, c'est ce grand changement de paradigme qui déplace le travail, qui en fait un moyen au service de la vie et qui redonne tout son sens au travail. Donc c'est pas du tout une dévalorisation du travail. Au contraire, c'est toute une resignification de cette activité. Une resignification ou une évolution de la notion du mode de travail? Une évolution dans la signification, mais le paradoxe inouï, c'est que en considérant le travail comme une finalité en tant que telle, c'est un non-sens, et en le considérant comme un moyen au service de l'existence, c'est lui redonner tout son sens. Donc c'est une réassignation significative, si vous voulez. Alexandre Denavaille, je vais passer à vous parce que vous dirigez donc la Kedge Business School. Vous les voyez, vous, ces jeunes générations. J'imagine que cette crise peut-être vous a même forcé à revoir vos programmes, à réimaginer la façon dont vous pensez demain? Alors j'ai la chance de les voir parce que pendant 15 mois, je ne les ai pas vus. J'ai rejoint l'école il y a 16 mois et j'ai fait effectivement 14 à 15 mois sans voir un seul étudiant, donc c'était un peu spécial quand même. Alors est-ce qu'on change complètement notre façon de voir les choses et notre façon de voir les enseignements? Fondamentalement non, mais disons que ce qui vient de se passer accélère ou exacerbe certainement certaines tendances. Pour ne parler que de celle qui nous paraît la plus évidente, aujourd'hui étudier en salle de cours, c'est plus vraiment la norme, ça le sera de moins en moins. Les étudiants ont envie de goûter à différentes façons de recevoir les enseignements. Ils ont envie de recevoir des enseignements classiques, façon amphi, qui peuvent d'ailleurs être dématérialisés, qui peuvent être digitalisés, et puis ils ont envie de travailler beaucoup plus en groupe, beaucoup plus ensemble, en petites sections, voire en très petits groupes, et de faire l'expérience finalement de ce qu'ils viennent d'apprendre. C'est ce en quoi on croit, en tout cas à Kedge Business School, c'est qu'on apprend mieux en faisant, on apprend mieux en se trompant, on apprend mieux en réussissant aussi évidemment. Et cet apprentissage, cet enseignement
où cette pédagogie expérientielle, disons, est certainement une tendance. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'attentes des étudiants. Vous parliez du télétravail. Je pense qu'il y a l'attente de c'est quoi la vie professionnelle après, à quoi elle doit ressembler, à quoi je veux qu'elle ressemble, comment est-ce que je vais m'y épanouir, en trouvant le juste équilibre justement entre sa vie professionnelle et sa vie d'à côté. On parle beaucoup de ce qui peut se passer à côté du travail d'ailleurs. Et beaucoup d'intrapreneurs qui souhaitent développer des activités annexes à leurs responsabilités et leurs fonctions. Mais il y a aussi la question du sens. Moi, je le vois dans mon travail au quotidien en recevant de jeunes chefs d'entreprise. Il y a cette question qui est capitale. À quoi sert mon travail? Ce qu'expliquait déjà un petit peu Julien, mais vous, dans la confrontation du business direct, il y a vraiment cette idée. Et est-ce que la crise a accéléré cette idée? Dois-je être utile par mon travail? Pour moi, sûrement, mais également pour la société. Alors, au-delà d'être utile, c'est je peux faire, je peux agir. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite, nous, de nos étudiants, qui deviennent des leaders qui agiront demain et qui prendront des décisions, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément évidentes. Et là prend tout le sens, justement, de mon action en tant que leader, en tant que manager. C'est bien de donner des exemples, d'acculturer les jeunes, par exemple, aux problèmes environnementaux et au climat. Ce que l'on souhaite, c'est passer au-delà de ça, à ce qu'ils deviennent réellement ceux qui, demain, décideront de prendre telle ou telle décision, qui ira peut-être à l'encontre, d'ailleurs, de certaines certitudes qu'on en a, comme l'impact financier d'une décision sur une entreprise, ne sera plus forcément la norme. Et donc, transformer ces jeunes en leaders décideurs, leur donner ce sens-là, qu'ils l'acquièrent. On parle aussi d'inclusion. L'inclusion est un vrai sujet, inclusion, inclusivité, on peut mettre différents noms derrière cette notion. L'accueil de l'autre, le fait de s'ouvrir à l'autre, d'accueillir dans les entreprises, mais avant les entreprises, dans les écoles, un panel extrêmement large d'étudiants. Jean-Pierre Clamadieu, vous êtes à la tête d'Engie, vous êtes le président du conseil d'administration d'Engie. Quand j'ai vu le thème du débat, je me suis dit que c'était compliqué d'avoir meilleur intervenant. Télétravail, Green Deal, innovation, inclusion. Vous essayez de faire tout ça à peu près, mais est-ce qu'on y arrive? Comment une entreprise comme la vôtre, actrice de ce monde en changement, peut agir? Alors, au fond, moi j'ai envie de dire que quand je regarde ce qui s'est passé en 2020, il y a vraiment deux éléments, deux pensées fortes qui me viennent. La première, c'est la sidération que nous avons tous expérimentée lorsque le confinement a été déclaré, et lorsqu'en quelques semaines, nous nous sommes enfermés chez nous et le monde, les règles du jeu ont complètement changé pour ce qui est de l'interaction sociale. Et je pense que ça a conduit à une perception très très aiguë de la fragilité de notre planète. Et j'ai vu au fil de l'année 2020 une accélération de toutes les démarches touchant au changement climatique. Alors le dire aujourd'hui après une COP26 à Glasgow qui est perçue comme certains comme décevante, ça peut surprendre, mais je pense qu'en réalité, on a incroyablement accéléré l'an dernier autour de ces problématiques de changement climatique et de transformation de notre modèle de production et probablement de notre modèle de vie. Et ça, je l'ai perçu en parlant à des interlocuteurs de toute région du monde et dans tous les métiers. Et je fais le lien effectivement avec le titre, on parle Green Deal. On a vu les États qui préparaient des plans de relance à partir de mai 2020 inclure tous, au niveau national, au niveau européen, aux États-Unis après un changement politique, un chapitre très très important autour de la transformation énergétique et climatique. Les investisseurs ont changé d'attitude sur ces sujets. Donc premier constat, ce sentiment très aigu de la fragilité de la planète que nous avons tous ressenti, il a un impact et un impact durable. Et le second message, c'est notre capacité à réagir incroyablement vite. Engie, c'est 160 000 personnes. Nous gérons, nous entretenons de la centrale nucléaire à la chaudière à gaz que nous avons chez vous ou chez nous. Et nous avons réussi à la fois à mettre près de 50 000 personnes en télétravail en quelques jours et à continuer à assurer dans le même temps ces fonctions vitales. Et là, on se dit, waouh, on peut faire des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles. Et on l'a fait avec une mobilisation de nos équipes, en particulier pendant le premier confinement en Europe, qui a été incroyable, avec la volonté de tous, des niveaux les plus opérationnels jusqu'aux dirigeants, de trouver la manière de fonctionner avec ces nouvelles règles du jeu et de le faire très très vite. Donc, fragilité de la planète, accélération de la perception de la nécessité de changement et en même temps, dans certaines circonstances, on sait faire et on peut faire. Et je pense qu'il y a vraiment des enseignements qui doivent
durer et qui doivent continuer à nous inspirer au fil des prochaines années, liées à ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières années. Ça va peut-être vous étonner la façon dont je vais vous poser la question, mais est-ce que la crise a été bénéfique pour se rendre compte de ces urgences qui étaient peut-être encore plus prégnantes que ce qu'on aurait imaginé dans un monde Alors moi, normal? j'en suis absolument persuadé. À nouveau, quand on regarde ce qui... Les crises climatiques et crises sanitaires n'ont aucun rapport. Les constantes de temps sont complètement différentes. La crise sanitaire nous a pris en quelques semaines. La crise climatique va se dérouler sur des décennies. Autre différence d'ailleurs, il n'y a pas de vaccin contre le changement climatique. Il y en a un contre la pandémie. Mais malgré cette différence, la prise de conscience à nouveau a été étonnante. Et je vois des entreprises, enfin, regardez ce qui se passe, on va prendre l'exemple de l'automobile, l'accélération incroyable de la transformation d'une industrie aussi importante que l'industrie automobile au cours de ces derniers 12 ou 18 mois est étonnante en matière de production énergétique, qui est aussi une industrie qui est très très concernée évidemment dans le changement climatique. Là aussi, nous avons étonnamment accéléré. Donc oui, cette crise, de ce point de vue-là, a été bénéfique. Nicolas Bavret, je me tourne vers vous. Je disais, vous êtes essayiste, vous êtes historien, vous êtes économiste, et vous aussi, vous êtes au confluent, et vous travaillez depuis longtemps sur cette question du sens et sur cette question de comment le monde avance. Qu'est-ce que vous retirez comme, j'allais dire conclusion, mais j'ai failli retenir le mot parce que ce serait très présomptoire quand même de se dire on en arrive déjà à une forme de conclusion avec ce que l'on sait de tout ça. Non, on n'est sûrement pas déjà dans les conclusions. En revanche, ce qui me semble intéressant, c'est de revenir sur la nature qui est très particulière de ce choc. Parce que finalement, un krach boursier, ça vient des dysfonctionnements internes du capitalisme. Ça peut se régler assez vite si c'est bien géré. Cette épidémie, c'est très différent. C'est vraiment un choc universel. Ça touche tous les pays, ce qui n'était pas le cas du krach de 2008. Ça touche toutes les entreprises, ça touche tous les individus. Et du coup, l'impact est beaucoup, beaucoup plus fort que tout ce que nous avons connu précédemment. C'est pour ça que je pense que ça sera la matrice du XXIe siècle. Puisque vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'aime bien l'histoire, je voudrais vous ramener, mais rapidement, à la grande peste de 1348 qui arrive en Europe après le siège de Caffa, qui est un comptoir génois, et le camp Gianniberg qui l'assiège. Ses troupes sont touchées par la peste et il invente la guerre bactériologique puisqu'il catapulte les cadavres à l'intérieur de la cité. Il finit par partir, mais quand les défenseurs rentrent, évidemment, les gens ont essayé de mettre les cadavres à la mer, mais pas assez vite, et la peste se répand. Il y a 75 millions d'habitants en Europe à l'époque, 25 vont mourir. Donc on passe de 75 à 50 millions d'habitants en l'espace de 2 ans. Et quand on regarde derrière, c'est assez intéressant quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, hausse des salaires. Deuxièmement, progrès technologique. Troisièmement, il y a des villes entières qui sont rayées de la carte, mais qui reprennent ensuite. Quatrièmement, tous les gens qui vivaient de la rente rurale vont avoir des difficultés. En fait, ça ouvre la porte de la Renaissance parce que l'ordre féodal est ébranlé. Les seigneurs, le clergé n'ont plus de ressources. À l'inverse, la bourgeoisie bénéficie de la concentration des richesses et du progrès. Et dernière chose, on a un grand mouvement d'irrationalité et on a ce qu'on appelle le mouvement des flagellants, des milliers de pauvres qui parcourent l'Europe en se flagellant et en expliquant que l'épidémie est due à un manque de foi religieuse. Donc, vous voyez et il faut finalement un siècle pour que l'Europe récupère. Donc, les leçons de tout ça, c'est que tout ce qu'on vient d'aborder, je pense, est tout à fait juste. Je crois que ce qui est très important, c'est de comprendre qu'il n'y aura pas de retour à ce qu'on pouvait appeler la normale. Donc, nous avons une reprise qui commence à marquer les difficultés, parce que l'autre caractéristique, c'est que ce choc ne vient pas du capitalisme, en fait, il vient des États qui ont fermé les économies pour d'excellentes raisons. Mais ce qui veut dire que quand on les rouvre, ça repart beaucoup plus vite et qu'on a ces contraintes d'offres qu'on n'a jamais vues dans une reprise jusqu'à présent. Ça explique qu'on a un renouveau de l'inflation, ça explique qu'on a des facteurs de production qui bougent beaucoup, et un phénomène dont on n'a pas parlé mais que je trouve très intéressant et qui montre la différence avec un choc classique. Au seul mois d'août, 4,3 millions d'Américains ont démissionné. Et on ne sait pas pourquoi faire.
Vous savez qu'aujourd'hui, on a une grande tension sur beaucoup de métiers et que, alors en Europe, c'est vrai que c'est plus simple parce qu'il y a un filet de sécurité, notamment en France. Mais beaucoup de gens, l'expérience du confinement, si vous voulez, ça a été traumatisant pour les familles, mais ça amène une modification des comportements qui est extrêmement importante. Et donc, juste 2 mots supplémentaires. Est-ce que c'est une chance ? Réponse, oui, on commence déjà à en voir quelques bribes que je voudrais vous livrer. Premièrement, on avait quand même un capitalisme qui délivrait pratiquement plus de gains de productivité, beaucoup de dettes et beaucoup d'inégalités. On n'a pas réglé le problème des dettes et des inégalités, mais sur la productivité, c'est peut-être en train de bouger un peu. On avait des métropoles qui concentraient de plus en plus les richesses, mais aussi beaucoup de problèmes. On a des villes moyennes qui sont en train, et une population qui se répartit de manière différente. On a des valeurs collectives qui ont été remises à l'ordre du jour, ce qu'on peut appeler les communs, avec effectivement l'environnement, mais peut-être aussi l'inclusion qui reviennent. Et la dernière chose qui est importante, c'est que tout ça n'est pas stabilisé, mais qu'on voit qu'il va falloir un nouveau partenariat entre l'État et les entreprises, et que les discours idéologiques qui sont ou pour ou contre l'État n'ont pas grand sens. Il y a un bon usage de l'État, on l'a vu sur la réassurance, on a vu aussi les failles de l'État et à quel point ça coûte cher d'avoir un État qui, par exemple, n'est plus capable de réassurer la santé publique. On a vu aussi, par exemple, sur le vaccin, les vaccins sont les enfants des grands financements publics américains qui ont permis d'aller beaucoup plus vite. Et tout ceci, finalement, nous trace, vous voyez, les routes sur lesquelles il faut essayer d'aller. Les grands changements, c'est le capitalisme de raison d'être. On va sortir d'un capitalisme financier actionnarial pour aller vers un capitalisme de parties prenantes. Travailler beaucoup plus sur effectivement la relocalisation, la régionalisation avec une mondialisation qui va se fragmenter, l'innovation, l'inclusion et puis effectivement ce nouveau partage entre l'État et les entreprises. Donc rien de tout ceci n'est stabilisé, comme vous le voyez. Tout ceci est l'état de question, mais ce sont des pistes qui sont très intéressantes et qui concernent, vous voyez, c'est là où l'épidémie est un choc très particulier. Ce que j'avais dit au départ, c'est que ça concerne tout le monde. C'est à la fois une machine à polariser et c'est aussi une machine qui peut permettre de réengager des salariés dans l'entreprise et dans la production et des citoyens dans les démocraties. C'est très intéressant, Nicolas Bavray, ce que vous dites. Et ce que vous dites, c'est qu'on est loin d'être au bout, mais que ça ne peut pas être comme avant. Julia de Funès, si on en revient même à la question de travail, on en revient aussi à cette question de sens qu'on a déjà tout à l'heure un tout petit peu abordée, mais qui, je trouve, est peut-être la plus importante du moment et qui guide le travail, mais qui guide la vie des entreprises de demain. Est-ce que c'est pas en cela que ce ne sera pas là-dessus que demain ne sera pas comme hier ? Si je crois, et juste si je peux rebondir 2 minutes sur ce que vous avez évoqué, même si chaque crise, chaque choc a sa spécificité, on se rend compte, et c'est pas nier tous les aspects catastrophiques de la période, ce que je vais évoquer là, mais on se rend compte qu'il faut forcément un moment de rupture et d'arrêt brutal pour innover. Toutes les grandes, que ce soit l'histoire des arts, vous êtes vraiment beaucoup mieux placé que moi pour l'expliquer, mais que ce soit l'histoire des sciences, que ce soit l'histoire du management, à chaque fois qu'il y a une innovation ou un progrès, il est précédé d'un moment de rupture et d'un moment d'arrêt brutal. Pourquoi ? Parce que pour que l'esprit innove, il faut bien que la réalité change. Et quand tout va bien, on n'a pas forcément envie de changer la réalité. Donc, c'est pour ça que les formations, d'ailleurs, dans les entreprises innovées, des grandes formations qui coûtent très cher, pas du tout les vôtres, hein, mais je commence bien, moi. Mais pour innover, soyez innovants, etc. Mais en général, il faut un changement de réalité. Sinon, il faut que l'esprit soit contraint pour trouver des solutions. Donc, c'est un réflexe, enfin, toute crise a quand même malgré tout des bienfaits inespérés et c'est pas de l'angélisme de dire ça et c'est certainement pas nier les aspects catastrophiques. Et sur le sens, vous avez raison, je pense que toutes les significations changent. J'ai parlé du sens du travail, j'y reviens pas. Sur le sens de l'entreprise, très clairement, ça change aussi, vous l'avez tous évoqué. Moi, ce qui me frappe souvent, c'est le fait que maintenant, beaucoup de jeunes, mais beaucoup de salariés, peut-être moi le premier, c'est aussi sur l'utilité. Je vais au travail quand c'est utile et il faut que d'une certaine manière, mon cadre de travail
Alors c'est peut-être Oui. égoïste, mais doit s'adapter un peu à moi. Oui, et c'est très difficile de voir l'utilité de son métier aujourd'hui, la signification concrète de son métier, pour plusieurs raisons. C'est plurifactoriel, bien sûr, mais si j'en évoque une rapide qui me semble peut-être la plus éclairante, et là j'emprunte le raisonnement à Heidegger, qui l'utilise pour le XXe siècle, mais je transpose anachroniquement au XXIe. Et en gros, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, les innovations avaient deux finalités extérieures, deux sens. Elles cherchaient toujours à rendre l'homme plus libre et plus heureux. Pourquoi on progressait? C'était pour rendre l'homme plus libre et plus heureux. Au XXe siècle, nous dit Heidegger, on est rentré dans l'univers de la technique. Qu'est-ce qui mène là-dedans? C'est la concurrence généralisée. Si une entreprise n'innove pas, elle meurt. C'est darwinien. Donc pour innover, pour résister sur le marché économique, il faut bien moderniser, techniciser ses métiers. Mais la technique, c'est quoi? C'est l'inverse du sens. Quand on apprend une technique, on apprend le moyen de faire quelque chose, mais c'est pas du tout la finalité. Si j'apprends une technique pour jouer au golf, je vais faire du practice, mais c'est pas la finalité. Si j'apprends une technique pour jouer du piano, je vais faire mes gammes, mais c'est pas la finalité. Donc plus les entreprises sont obligées de résister sur le marché économique concurrentiel, plus elles sont obligées de techniciser leur métier, et plus vite ces derniers se définalisent. Et j'en veux pour preuve, vous le savez très bien, quand vous demandez aux gens maintenant ce qu'ils font, il y a de fortes chances pour que vous ne compreniez absolument rien à ce qu'ils font, tellement les intitulés sont abscons. Je me souviens juste d'une anecdote, mais c'est effarant à quel point que je rencontre quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me dit bonjour, moi je suis coordinateur de flux. Comment voulez-vous savoir ce qu'est un coordinateur de flux? Et il me rajoute, c'est toujours dans l'explication qui a la signification lumineuse, il me rajoute immédiatement, parce qu'il voyait un peu de désarroi sur mon visage, il me rajoute de flux transverse. Donc plus il détaillait, plus vite, plus moins je comprenais, puisque c'était de plus en plus technique. Et j'ai jamais vu un enfant... Il faut peut-être commander à son happiness manager s'il peut Ah non, me apporter... lancez pas sur ce sujet parce que ça va m'énerver. Mais donc voilà, donc une des raisons, mais c'est vraiment minime, c'est la technicisation accrue des tâches qui fait perdre de vue très vite l'aspect concret, tangible des métiers. Et juste dernier, mais juste j'en veux pour preuve que beaucoup de gens quittent tout à 40, 50 ans, et c'est pas la fameuse crise de la quarantaine, et ils quittent tout à chaque fois, c'est toujours pour la même chose, un métier manuel ou relationnel, où il y a de la matière concrète ou de la matière humaine, où on voit directement l'impact de ce qu'on fait, et c'est un besoin humain qui se fait de plus en plus sentir, effectivement. Alexandre Donava, il y a deux points sur lesquels je voulais revenir avec vous comme patron de Catch Business School. L'innovation. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que cette crise est salvatrice en cela? C'est qu'elle a montré que la France devait être indépendante, et pour être indépendante, elle doit trouver toute seule. Donc, il faut former les bonnes têtes chez vous. Et plus largement, ce que vient d'aborder Julia sur cette idée de... À 40 ans, je change complètement de vie et il faut peut-être apprendre dès le démarrage à se dire que tous les 5 ans, il va falloir réapprendre toute sa formation. Parce que les métiers évoluent trop vite aujourd'hui et les compétences sont obsolètes au bout de 5 ans. Souvent moins. Alors ce qui est étonnant, Voilà, c'est je voulais être optimiste, il y en pardonnez-moi. a qui à 45 ans décident d'arrêter le des voitures et de se consacrer à l'éducation comme je l'ai choisi. Ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que là, vous en faites une blague. C'est parce que vous aussi, vous avez voulu donner un autre sens? Bien sûr, un sens. Alors, je vais peut-être parler 2 secondes de moi, mais après 25 ans dans une entreprise qui m'a formé, développé, qui m'a donné beaucoup de chance et beaucoup d'opportunités de travailler avec des gens fondamentalement intéressants en France, en Angleterre, un peu en Suisse, avec des Américains et beaucoup d'Européens, tout ce que j'ai reçu, j'ai voulu le rendre. Voilà. Ou à un moment, on se dit, j'ai énormément reçu, avec mes études avant d'ailleurs, comment est-ce que je vais pouvoir rendre tout ça? Bon, voilà, la chose s'est présentée. J'ai pas beaucoup hésité parce que le métier de la formation est juste extraordinaire, de se dire qu'on transmet, on donne le moyen à des jeunes d'acquérir des compétences qui seront ceux qui demain prendront le relais et seront certainement aux manettes et aux responsabilités. Donc il y a un petit peu de ça, effectivement. Il y a un peu de ça, et donc aujourd'hui, l'innovation, le fait qu'on doive redevenir souverain, qu'on se rend compte à quel point la France a sûrement encore une place et elle a besoin. C'est quelque chose de capital aujourd'hui dans c'est absolument fondamental, mais je vais revenir sur la fin de votre question et peut-être rebondir un peu sur ce que vous disiez, Julia de Funès, sur cette idée peut-être qu'il y a un peu de consumérisme de l'enseignement ou de l'éducation, comme il y a un peu de consumérisme aussi du travail, certainement dans l'esprit des jeunes. Et l'innovation est certainement aussi au cœur des priorités, avec cette idée que la rupture, comme vous le disiez, permet de se poser la question et donc d'innover et d'imaginer différemment, anime aujourd'hui tous nos jeunes fondamentalement, évidemment, et les écoles de management comme la mienne, mais les écoles de façon générale, les écoles d'ingénieurs, les universités ont cette responsabilité, et on s'en rend pas forcément toujours compte, et la responsabilité est absolument fondamentale, que de donner les outils, les moyens, l'envie, l'ambition et
le courage aussi à ces jeunes de pouvoir faire différemment. D'autant que beaucoup de jeunes que l'on forme aujourd'hui ne souhaitent pas du tout faire ce qu'on leur enseigne. Ça, c'est assez étonnant. Il y a 30% des jeunes des écoles de management, du top 10 français, qui ne veulent pas travailler dans le CAC 40, qui ne veulent pas aller dans les entreprises de conseil, qui ne veulent pas aller dans la banque. Donc ils veulent faire autre chose, et pourtant on les forme toujours un peu à la même façon de regarder leur avenir et d'imaginer le management. Et donc ça nous pousse, nous, c'est en ça que ça nous responsabilise, à imaginer différemment, et c'est absolument fondamental que l'enseignement supérieur français prenne le pas, écoute les entreprises, écoute les jeunes, pour que l'on adapte nos enseignements et que l'on adapte la façon dont on fera que les étudiants et les jeunes acquerront les compétences dont ils auront besoin. Jean-Pierre Clamadieu, là, on pouvait difficilement espérer une fois de plus meilleur intervenant pour répondre à ça. Vous allez devoir vous adapter? Bien sûr, et je pense que ça ouvre beaucoup d'opportunités. Pour réagir à ce que disait Julia, nous avons aussi des coordinateurs de flux transverses, mais j'espère que Alors vous pouvez si vous, si vous les croisiez et que vous leur demandez ce qu'ils font, j'espère qu'ils vous diront, et je pense qu'ils vous diront, je contribue à la transition énergétique et climatique. Et je pense qu'on a effectivement cette chance chez Engie, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé ces dernières années, de réfléchir à ce qu'est notre purpose, notre raison d'être. On a même décidé l'an dernier de l'inscrire dans nos statuts, et c'est pas pour faire politiquement correct, pour faire plaisir à tel ou tel, c'est parce que c'est un moyen d'attirer les meilleurs. Quand on regarde le nombre de CV spontanés que nous recevons, nous avons doublé le nombre, de 400 à 800 000 par an, ce qui est quand même assez significatif. Au cours de ces 2 dernières années, quand le groupe a commencé à afficher très fortement cette raison d'être qui fait que nous sommes effectivement un leader de la transition énergétique. Et dans un contexte dans lequel la guerre des talents est une absolue réalité, et sur un certain nombre de nos projets, aujourd'hui, nous n'avançons pas aussi vite que nous le souhaitons parce que nous n'avons pas les ressources. Nous n'arrivons pas à les recruter, nous avons du mal à les former en interne. Et le fait d'apporter quelque chose qui motive, qui nous permet d'attirer, qui nous permet de conserver nos talents, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Alors maintenant, ces talents, ils nous demandent des choses différentes aujourd'hui, et on le voit bien dans cette période de retour, entre guillemets, au bureau ou à des modes de fonctionnement un petit peu plus proches de ce que nous connaissions avant la crise. On a bien sûr essayé de s'adapter par quelques règles. Le télétravail, c'est largement généralisé. Aujourd'hui, dans nos sièges, c'est 2 jours par semaine. Mais il y a des gens très intéressants, des contributeurs actifs qui nous disent « Ah non, ça, c'est pas la règle pour moi. Moi, j'ai réorganisé ma vie différemment. J'ai envie de continuer à contribuer à votre projet, mais il faut que vous vous adaptiez. » Parce que j'habite en province, parce que j'ai choisi un mode de vie qui ne s'adapte pas même à ces règles dans lesquelles ces règles qui ont été assouplies. Et là, l'entreprise, à mon avis, doit trouver les moyens de réponse. Et si nous souhaitons garder des talents qui contribuent aujourd'hui à l'entreprise, il faut leur offrir un cadre, des opportunités qui répondent à ces besoins. Et je pense que nous aurons de plus en plus souvent, y compris dans des organisations qui emploient des dizaines ou une centaine de milliers de personnes, nous aurons cette nécessité de comprendre ce qu'attendent nos collaborateurs et de leur apporter des réponses adaptées. C'est passionnant là, ce que dit Jean-Pierre Clamadieu, Nicolas Bavrez, je me tourne vers vous. Finalement, cette crise oblige tout le monde à s'adapter? C'est aussi ça, un des enseignements, pour reprendre une fois de plus, un télétravail, Green Deal, inclusion et innovation, on doit s'adapter? Il n'y a pas de doute parce que l'épidémie a touché absolument tout le monde. Donc, qu'on soit riche, pauvre, qu'on soit une entreprise du monde occidental ou une entreprise émergente, les nations, les continents. Donc, c'est là où c'est pas seulement un problème de hiérarchie ou de position, c'est vraiment des mentalités qui vont bouger profondément. Et là où la question est intéressante et compliquée, c'est qu'on voit bien qu'il faut arriver à tenir les 2 bouts de la chaîne. C'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que on a d'un côté des salariés, notamment des jeunes, qui demandent un traitement de plus en plus individualisé. Donc ça, c'est la flexibilité. Et une entreprise, il faut être très clair, ça peut pas être simplement une rencontre d'auto-entrepreneurs qui se rencontrent quand ils en ont envie. C'est un projet commun, c'est aussi une hiérarchie, il faut accepter de le dire, et c'est une manière de vivre et de construire des choses ensemble. Donc il y a l'autre dimension qui est apparue très fortement, c'est la dimension des valeurs, du sens et des choses communes. Et comment on réconcilie les deux?
C'est ça qui est intéressant. Et la seule manière de le réconcilier, c'est une très forte capacité de leadership, du courage et de la stratégie, c'est-à-dire de la manière de réinscrire tout ça dans des objectifs de long terme, dans un environnement qui se transforme et dans de la mobilisation. C'est un peu, si vous voulez, les deux dimensions, si on les ramène aux individus, c'est-à-dire une très forte volonté de se réaliser en tant qu'individu, y compris en habitant parfois loin de l'endroit où on veut travailler, de prendre en compte la vie familiale. Et il y a l'autre dimension qui est très importante aussi, et qu'on ne peut et qu'on ne doit pas laisser perdre, c'est la dimension de l'engagement. Elle est vraie dans l'entreprise, elle est vraie aussi dans la démocratie. Et celle-là, incontestablement, elle a beaucoup souffert. Donc c'est ça la difficulté aujourd'hui pour arriver à faire vivre les entreprises, mais aussi les nations, c'est de bien avoir ce côté, ce développement de l'individu qu'on connaît et qui a des côtés positifs, mais de ne pas sacrifier la dimension collective au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'une nation, c'est pas seulement un guichet, ou une démocratie, c'est pas seulement un guichet qui distribue des aides sociales. C'est un projet qui doit être partagé. Et quand le projet n'est plus partagé, eh ben on a les deux phénomènes qui déboulent, c'est-à-dire soit les passions extrémistes, soit le désengagement. L'entreprise, évidemment, une entreprise n'est pas une démocratie et il ne faut pas du tout mélanger les deux choses. Mais elle a aussi besoin de ces deux éléments, la flexibilité qui suppose de changer l'organisation du travail, mais ne pas sacrifier le collectif, le projet et le sens. Avant d'en venir aux questions de la salle et de nos jeunes étudiants, j'aurais envie avec vous, Julia, de revenir sur cette notion d'engagement. Parce que est-ce que c'est pas finalement le mot qui résume le mieux ce dont on parle depuis le début de notre débat? Est-ce que c'est pas ça le monde d'après? Parce que l'engagement, ça résume le sens, l'autonomie, une vision, et ça s'adapte aussi bien à nous, simples citoyens, simples humains, à la raison d'être d'une entreprise, comme Jean-Pierre Clamadieu l'a très bien expliqué. Il y a à la fois ces dimensions, mais je reprends votre terme, il y a d'un côté un mouvement d'individuation, d'individualisation très fort, de subjectivation, et en même temps une demande de collectif. Et je vous remercie de la question pour revenir sur cette notion qui est devenue un totem en entreprise depuis quelques années. Tout doit être collectif, on fait des formations en team building dans tous les sens, et résultat, ça... Mais vous dites... Tout était depuis quelques années. Oui, est-ce que la crise n'a pas montré que ce qu'on pouvait croire être anecdotique, plaisant, et effectivement, la crise a été très éclairante sur les conditions d'un collectif. Et je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité, mais 3 conditions me semblent essentielles. Et je ne parle même pas du charisme, vous l'avez évoqué, etc. Mais 3 conditions essentielles. La première, et on l'oublie souvent, c'est une évidence, pardonnez-moi, mais c'est que pour que le collectif soit plus fort que l'individuel et soit fructueux, il faut qu'il soit sous-tendu et précédé par un travail individuel très fort. Ce qui n'est pas toujours le cas en réunion. On l'a tous plus ou moins subi. On arrive en réunion, on n'a pas forcément bossé le dossier personnellement et on transforme ce manque de travail personnel en grand mérite collectif, inversion de valeur bien commode, mais qui fait que le collectif devient de la guimauve assez facilement. Deuxièmement, donc ça c'est le collectif présuppose un travail individuel très fort en amont. Deuxièmement, et vous l'avez évoqué, effectivement le collectif suppose aussi des objectifs clairs, une stratégie claire. On ne peut pas fédérer des gens sans objectifs clairs, sauf que c'est nécessaire, mais c'est pas du tout suffisant. En général, on peut avoir une stratégie très claire, des objectifs très ambitieux et beaucoup de gens se sentent démotivés, désengagés, absolument pas concernés. Et la troisième condition, et c'est là que l'année a été très éclairante, beaucoup de philosophes l'avaient théorisé, mais là l'année l'a concrètement montré, la condition essentielle, la troisième condition qui fait un collectif véritablement soudé, c'est laquelle? C'est toujours la conscientisation d'un risque. Vous prenez tous les grands exemples de collectifs, s'il n'y a pas la conscientisation d'un risque, c'est très compliqué de demander à l'individu de ressentir la nécessité d'une action commune. C'est même impossible. Vous prenez le sport, quand est-ce que une équipe fait preuve d'un esprit d'équipe très fort? C'est quand il y a la conscience de pouvoir perdre un titre ou un match important. Quand est-ce que les ouvriers se montrent les plus solidaires? En général, c'est quand l'usine menace de fermer. Quand est-ce que je travaille pour les sapeurs-pompiers de Paris, des militaires, des frères d'armes, des frères de feu? Il n'y a pas plus solidaire que cette corporation. Évidemment, c'est parce que la mort est une éventualité à chacune de leurs actions. Et c'est pas péjoratif de dire ça. Le risque n'est pas un mot négatif. Hein. Le risque est aussi une opportunité. C'est pas sans cesse une menace. Mais sans cette condition-là, c'est très compliqué de souder le collectif. Et pourquoi l'année l'a montré, je finirai là-dessus, c'est parce que vous souvenez qu'après le premier confinement, lors du premier confinement, on s'est tous montrés solidaires en applaudissant gentiment du haut de nos balcons.
tout d'un coup, il y avait quelque chose de sympathique, si vous voulez, mais d'un peu insuffisant et d'un peu gênant dans ce geste pour le personnel soignant, parce qu'on sait depuis des années qu'ils ont besoin de reconnaissance plus pérenne et de rémunération plus forte. Mais tout d'un coup, on a montré un élan de solidarité. Pourquoi tout d'un coup, on a créé cette solidarité? C'est parce qu'évidemment, on s'est senti aussi menacé, touché dans notre sécurité physique ou dans celle de notre entourage, qu'on a ressenti la nécessité de participer au désengorgement des services de réanimation, etc. Donc vous prenez tous les exemples de collectifs, ils supposent en général cette conscientisation du risque. Eh bien voilà, en tout cas pour cette première partie, on va en passer maintenant aux questions de nos jeunes, aux questions du panel des jeunes qui avait permis de travailler également ce débat. Et puis juste après, ce sera à vous. Vous avez le temps de réfléchir chacun et chacune à vos questions, puisque d'ici quelques minutes, ce sera à votre tour et en toute liberté de pouvoir prendre la parole. Alors nos jeunes sont juste derrière Jean-Pierre Clamadieu et Julia de Funès. On m'a demandé à ce que vous posiez les questions, vos 4 questions à la suite, et comme ça après on fera intervenir, mais je vous promets que vous aurez un droit de réponse, ou en tout cas un droit de relance si vous le souhaitez. On va commencer par vous mesdames au bout, ça vous va? Hop, bah on commence par... Ah bah alors allez-y, allez-y. Allez-y, on va respecter l'ordre. Et voilà. Oui, alors, donc ma question tourne autour du sens. Donc, en effet, c'est une problématique qui nous touche à peu près tous les jeunes qui sont probablement ici. Et moi, ce qui me pose question, c'est la transformation du rôle de l'entreprise que ça implique. Et plus précisément, la possibilité que l'entreprise se politise. C'est-à-dire que, en effet, il y a une attente de sens, mais comment l'entreprise y répond? Et peut-être qu'un moyen d'y répondre, c'est de se demander quel sens est recherché. Or, à ma connaissance, mais peut-être que je me trompe, ce sens répond à des problématiques transverses, internationales. Et je me demande si à l'échelle de l'entreprise, on peut répondre à ces grandes problématiques. En d'autres termes, est-ce que l'entreprise, dans sa portée, est-ce qu'elle peut, subvenir à un besoin de sens qui est planétaire? Donc si on s'intéresse, si un jeune par exemple a envie de sentir qu'il a une utilité dans la problématique du réchauffement climatique, il peut se demander si, à l'échelle de son entreprise, cette utilité est réelle, crédible. Alors je vais casser un peu les règles parce que je pense que si on fait les 4 questions à la suite, on va oublier le sens. Donc je vais me permettre de vous demander à chacun de répondre. Si on casse les règles, en revanche, de respecter la mienne, c'est-à-dire de répondre assez rapidement. Mais je trouve que cette question est très intéressante et je vais commencer avec vous, Jean-Pierre Clamadieu, sur la question: est-ce que l'entreprise a un rôle politique? Pardonnez-moi de la résumer ainsi, mais c'est en tout cas ce que j'ai retenu de l'essence de votre question. Ma réponse serait oui, telle qu'elle a été posée. Telle que la question a été posée, oui, bien sûr. Enfin, en prenant l'exemple du changement climatique, je pense que les entreprises et probablement une grande part des entreprises ont une contribution à un phénomène aussi complexe que celui-ci et apportent des éléments de réponse. Et je pense qu'effectivement, quelqu'un qui est passionné par ce sujet peut trouver chez Engie, mais comme il peut le trouver chez un constructeur automobile aujourd'hui en train de faire une transformation majeure pour adapter son outil de production à la fabrication de véhicules électriques, comme il peut le trouver chez, je sais pas, je suis administrateur d'Airbus, dans une entreprise comme Airbus qui est en train d'essayer de développer des technologies complètement différenciantes pour assurer un transport bas carbone. Je pense qu'un individu peut trouver une contribution au travers de son travail. Maintenant, l'entreprise, elle peut pas tout faire. Donc, nous n'avons pas vocation à nous dire, nous nous saisissons d'un problème comme celui-ci et nous allons le régler tout seul. On va le régler ensemble d'abord, puisqu'il faut une collectivité d'entreprise pour apporter une solution. Et on va le régler souvent dans un cadre qui, lui, est fixé par les États et renvoie à la définition du politique telle que vous l'aviez probablement en tête. Mais est-ce qu'on est un acteur de sujets qui sont des sujets de puissance publique? Oui, je crois que nous avons un rôle politique à jouer. Alors Alexandre Denava, il y avait effectivement la question politique, mais la question aussi comment on répond localement à des problématiques qui peuvent parfois être mondiales et qui, en fonction des pays, peuvent être, j'imagine, contradictoires. Oui, je vais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que ça me paraît aussi important de se dire que l'entreprise est acteur ou actrice, évidemment, de la réponse qu'on peut donner à cette recherche de sens, et doit l'être. Elle a un rôle sociétal et un rôle dans l'organisation et la vie de chacun, mais elle doit être accompagnée. Et comme vous le disiez, elle ne peut pas subir, ou en tout cas, elle ne peut pas porter la responsabilité de tout. Il y a des sujets où vous parlez
Je pense par exemple à la loi L'Homme qui impose aux loueurs de voitures, aux opérateurs de voitures d'avoir Et la loi sur 40% de la leur flotte, mobilité, pour ceux qui loi sur les connaissent pas. mobilités, 40% de leur flotte non polluante d'ici 2027. S'il n'y a pas les prises électriques et qu'il n'y a pas les recharges, c'est pas la peine. Les loueurs ils pourront acheter autant de voitures qu'ils le veulent, vertes, électriques ou hybrides. S'ils ne peuvent pas les charger, ils ne pourront pas les louer. Et donc l'État doit accompagner avec les infrastructures, les entreprises, dans cette dynamique. Et finalement, c'est une dynamique d'ensemble. L'État, les entreprises, les individus aussi. Chacun à sa mesure doit prendre les actions qu'il faut pour aller chercher les réponses au sens que l'on cherche. Nicolas Bavrez. Sur l'organisation du système, la question est intéressante parce qu'elle permet de bien montrer comment le périmètre entre l'État et l'entreprise va devoir bouger. En 1945, donc avec des formules différentes dans le monde développé, mais on a reconstruit un système de capitalisme avec une forte intervention de l'État qui, à travers les États-providence, a pris en charge une partie de la rémunération avec le salaire indirect, mais surtout les fonctions retraite, et ça a permis de solvabiliser une partie de la demande. L'autre chose qui a été faite, c'est qu'il y a eu une séparation assez claire entre ce qu'on considérait, alors en France c'était particulièrement tranché, ce qui relevait de l'intérêt général, qui était le monopole de l'État, qui pouvait quand même faire quelques incursions dans le secteur privé, mais le secteur privé, lui, était censé s'occuper de faire du profit et sans interférer. Par exemple, sur la formation professionnelle, ça s'est vu, les entreprises étaient beaucoup plus présentes avant, elles se sont assez largement désengagées. Et ça, ce système, aujourd'hui, va devoir bouger. Et il bouge dans les deux sens. Ce qu'on a vu dans la recherche, l'idée qu'il y ait une recherche publique fondamentale financée par de l'argent public, puis une recherche privée tournée vers l'innovation, ça ne marche pas. On a parlé tout à l'heure des vaccins. Je rappelle que l'ARN messager, c'est une invention de l'Institut Pasteur. Sauf que personne n'y a cru, qu'on a laissé partir les gens et que c'est finalement en fait des laboratoires américains finançant d'ailleurs une partie de gens en Europe qui ont fini par l'utiliser face à la Covid. Et quand vous regardez, par exemple, ce sont des métiers que Engie connaît bien, mais la gestion des villes, si on veut avoir des smart cities, les entreprises seront évidemment au service sous le contrôle d'élus. Mais la Smart Cities, elle sera largement gérée par des entreprises. Quand on prend l'éducation, aujourd'hui, il va y avoir de plus en plus d'entreprises. Quand on prend la santé, ça va être la même chose. Et ce qui est important, c'est d'arriver, néanmoins, il ne peut pas y avoir de confusion entre l'univers de la démocratie et puis l'univers de l'entreprise. Donc de garder néanmoins des responsabilités de chacun qui soient claires. Et la dernière chose, le réchauffement climatique, évidemment, c'est l'exemple même. Pourquoi ? Parce que on est bien d'accord que c'est pas les entreprises qui... La seule vraie mesure utile, c'est le prix du carbone. Ce n'est pas les entreprises qui vont instituer le prix du carbone. En revanche, elles auront un rôle très important dans la mise en œuvre d'un prix du carbone. Et par ailleurs, quand on prend la masse des investissements, puisque grosso modo, il va falloir investir 3 ou 4% du PIB mondial chaque année, c'est pas les États seuls ne peuvent pas y arriver. Donc il faut qu'il y ait des marchés, qu'il faut des investisseurs, il faut des règles, il faut que les entreprises participent au mouvement. Deuxième question, et on fera répondre Julia de Funès notamment à la question. Alors, madame. Alors oui, j'ai pas de son. Ah, si, c'est bon. Ça Alors, fonctionne. je voudrais vous poser une question sur le télétravail. Aujourd'hui, 85% des actifs considèrent qu'une offre sans jour de télétravail n'est pas avantageuse. En effet, le télétravail a ses avantages pour les collaborateurs comme pour l'entreprise. Économie d'énergie, absence de temps de trajet, autonomie. Mais il n'est possible que pour certaines professions, et selon Emmaüs Connect, 40% des publics en précarité sociale sont aussi en difficulté numérique. Donc on peut se poser deux questions. D'une part, le télétravail est-il un sujet de col blanc ? Et d'autre part, certains publics plus vulnérables, à savoir les femmes, les travailleurs modestes, les étudiants, ont beaucoup pâti du télétravail. Donc la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est comment faire du télétravail une expérience positive pour tous ? Et ben voilà, on ne sert à rien, nous journalistes. Je préférais la première. Hein.
Vous allez me laisser vos coordonnées après parce que vous êtes bien plus utile que moi. Julia de Finesse. Oui, merci. Oui, vous avez raison. Et un des gros inconvénients du télétravail, pour moi, c'est pas du tout ce qu'on invoque en général, le travail collectif, ça j'y crois pas du tout. Mais je crois vraiment à l'enjeu politique. Donc ça rejoint aussi l'aspect politique de l'entreprise parce qu'il y a des conséquences politiques sur ce point-là. Néanmoins, je nuancerais un peu le point de vue. C'est vrai que pour moi, un des gros désavantages du télétravail, c'est l'amplification des inégalités sociales. C'est vrai que dans 2/3 des cas, le télétravail s'accommode mieux des métiers de cadre et beaucoup plus difficile pour les métiers plus modestes ou mal reconnus. Néanmoins, ce serait faux de dire que le télétravail génère des inégalités sociales. Il amplifie les inégalités sociales, et vous l'avez d'ailleurs évoqué dans votre question, qui sont déjà structurellement enquistées dans notre pays. On a vu que les enfants qui ne sont pas outillés numériquement se retrouvent non pas en continuité pédagogique comme le souhaitait le ministre, mais en discontinuité pédagogique. Que les personnes précaires qui ne sont pas outillées numériquement sont en grande fragilité. Les entreprises, c'est la même chose. Donc, ce qui me semble plus juste de dire, c'est que, effectivement, le télétravail amplifie les inégalités sociales. Il ne génère pas d'inégalités sociales, il ne fait que les amplifier. Et ce serait trop réducteur de dire, en gros, le télétravail, c'est pour les riches, c'est pour les cadres, même si dans beaucoup de cas, c'est vrai. Et les gens plus modestes ne peuvent pas télétravailler parce qu'il y a énormément de contre-exemples. Un téléconseiller qui gagne pas forcément très bien sa vie, qui est mal reconnu, télétravail, c'est dans son titre. Une assistante peut très facilement télétravailler. Mbappé va pas télétravailler, un pilote de ligne va pas télétravailler, un chirurgien esthétique va pas télétravailler. La liste pourrait être très longue. Donc c'est pour ça que je trouve ces raisonnements parfois un tout petit peu réducteurs. Il me semble plus juste de dire que le télétravail amplifie les inégalités sociales, mais déjà existantes, mais provient de différences sectorielles. Ce sont les différences de métiers, les différences de fonctions qui créent des disparités entre télétravailleurs et les autres. Jean-Pierre Clamadieu sur... Un instant, parce que je partage complètement ce qui vient d'être dit. Effectivement, j'allais le dire, nous avons mis en télétravail des plateformes d'interaction avec nos clients, nos consommateurs sans difficulté. Donc, en revanche, dans l'entreprise, on s'est effectivement posé la question entre ceux dont la nature des métiers fait qu'ils doivent être sur leur centrale nucléaire, sur leurs installations de transport de gaz, et ceux dont les activités, qu'elles soient à nouveau très opérationnelles ou au contraire d'encadrement, peuvent être télétravaillées. Et ça, c'est un souci. Et on a vraiment tenté de conserver une forme de collectif d'entreprise, pas très simple derrière le mot, qui nous permettait d'éviter ça. Deuxième commentaire, c'est vraiment le risque de laisser, pour certains de nos collaborateurs, l'entreprise c'est le lieu de socialisation. Donc le simple fait tout d'un coup ce lieu n'existe plus sous forme de lieu physique, mais devient un lieu virtuel, ça peut laisser des personnes seules face à une forme de solitude, des contraintes de toute nature. Et là, ça crée pour la hiérarchie, aux différents niveaux, une responsabilité particulière qui était plutôt, me semble-t-il, bien assumée dans la période du confinement. Et un des messages très forts qu'on a passé à nos équipes, c'est de dire ne laissez aucun de vos collaborateurs tout seul. Assurez-vous qu'il y a un contact direct, à intervalles réguliers, pour ne pas laisser des gens seuls face à une forme de vide. Donc télétravail, c'est pas la panacée, c'est un mode d'organisation qui a plein d'avantages, mais qui suppose évidemment un certain nombre de contraintes, de règles du jeu, et qui peut, pour des travailleurs pauvres, isolés, pour des travailleurs qui ont des difficultés d'accès aux moyens digitaux, peut créer de véritables difficultés. Oui. Alex, oui. Non, juste 2 secondes, mais c'est parce que je vois dans les entreprises quotidiennement, il y a du ressentiment qui se crée entre les gens qui peuvent télétravailler et ceux qui ne le peuvent pas. Et sur ce ressentiment-là, il ne s'agit pas de revenir sur le télétravail. Évidemment que c'est vain, mais il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur des innovations justement pour compenser. Alors des journées moins longues, plus de jours de congé, des formations mieux adaptées, etc. Mais des compensations comme ça très concrètes pour éviter ce ressentiment qui frémit dans beaucoup d'organisations déjà. Alexandre de Navaille, un commentaire d'un mot si possible. Deux petits, je suis désolé, j'en fais 2. Allez, vous avez le droit à 3 si vous voulez. Le premier, peut-être avec ma casquette de manager dans le passé et leader, je pense qu'il y a un deal différent du fait du télétravail aussi entre le manager et ses collaborateurs. C'est-à-dire que le manager qui surveillait le travail de ses collaborateurs, parce qu'au bureau, parce que présent, ça n'existe plus. Et finalement, peut-être que ça peut rapprocher 2 mondes d'ailleurs dans les entreprises où on a du mal à mettre au télétravail ceux qui ne peuvent pas l'être, parce que fondamentalement, ils ne peuvent pas l'être. Le contrat de confiance peut être différent aussi entre le manager qui devient plus un leader, qui coach et qui fait confiance, qui donne des objectifs, qui fixe une feuille de route et qui attend des résultats,
plutôt qu'il ne manage au quotidien et donc a besoin de la présence au quotidien auprès de ses équipes. D'ailleurs, un patron d'entreprise, il ne peut pas voir tout le monde. Vous ne voyez pas vos 160 000 collaborateurs tous les jours. Donc il y a une forme de télétravail déjà dans la relation que vous avez avec les collaborateurs chez Engie. La deuxième chose peut-être très rapidement, c'est que je pense que le télétravail finalement c'est une forme différente de travailler, nouvelle. Et si je devais faire un parallèle avec l'enseignement, c'est un peu comme la digitalisation des cours, le fait de suivre des cours à distance. C'est pas fondamentalement perturbant dans le fond parce qu'on attend des choses différentes d'un cours digital et d'un cours en présentiel. Le cours digital peut être un peu plus descendant, le cours en présentiel beaucoup plus participatif avec du travail d'équipe et collectif. Et un mot également de Nicolas Bavrez. Juste un petit clin d'œil historique. Rappelez-vous les tout débuts de la révolution industrielle, c'est le travail à la tâche. Les premiers vrais grands mouvements, d'ailleurs que Marx a commenté, c'est les révoltes des canuts à Lyon. Et c'était des gens qui étaient payés à la tâche. Donc, ça montre bien, et pour le coup, c'était vraiment des auto-entrepreneurs. Chacun était payé par le soyeux lyonnais. Et ça a été parmi les révoltes les plus violentes de l'histoire du capitalisme. Donc, le télétravail, la flexibilité est évidemment une très bonne chose. Ce qu'il faut éviter, c'est ce que je disais, il y a pour l'entreprise, il y a la perte du collectif, la perte de la capacité à intégrer des gens nouveaux, à porter des projets nouveaux. Mais pour la personne lui-même, il y a le risque de l'enfermement. Conrad disait que ce qui était important dans le travail, c'était le rapport avec l'autre. Et c'est extrêmement important. Et on le voit tous, ce qui était rappelé, aux États-Unis, il y a encore beaucoup de gens qui sont chez eux depuis le mois de mars 2020 et qui ne réintégreront pas leur bureau avant 2022, voire 2023. Ce sont des gens qui, pour certains, sont tout à fait favorisés. Il n'y a pas de problème matériel pour eux à télétravailler. Mais les dégâts psychologiques sont considérables. On les a vus un peu sur notamment les étudiants chez nous qui étaient dans des conditions évidemment beaucoup moins favorables. Mais le fait même de ne plus avoir que l'écran comme médiation pour le travail, sur la durée, c'est extrêmement dangereux. Allez, question suivante, si vous le voulez bien. Qui est-ce qui a prévu? Voilà, mademoiselle, à vous. Nous le savons tous, la crise du Covid a eu un impact considérable sur l'accès au monde du travail pour les jeunes diplômés. Des mesures gouvernementales ont été prises, notamment le plan Un jeune, une solution qui implique directement les entreprises. Aujourd'hui, nous sommes quasiment 2 ans après le premier confinement. Les jeunes diplômés subissent toujours le chômage de plein fouet, sachant que ces difficultés sont accentuées par des facteurs discriminants tels que le genre, l'origine ethnique ou encore le handicap. La stratégie des politiques publiques concerne en premier lieu les populations précaires, éloignées de l'emploi. Ce que j'aimerais vous poser la question aujourd'hui. Est-ce que cette stratégie est-elle de bonne envergure pour tous? Effectivement, n'y a-t-il pas un risque à ce qu'elle devienne un frein supplémentaire pour les jeunes diplômés en situation normale? Alors, je me permets juste une petite précision. Le taux de chômage des jeunes est revenu à son niveau d'avant-crise avant les autres. Et le taux, justement, de retour à l'emploi était étonnamment bon là-dessus. Mais c'est vrai qu'une certaine génération d'étudiants a eu du mal, notamment à trouver ces stages de fin d'études, à pouvoir valider et se retrouver dans des situations effectivement extrêmement compliquées. Qui veut répondre à cette question qui n'est pas simple, qui est quasi philosophique? Julia de Funès, vous voulez débuter? Ah bah, vous vouliez parler tout à l'heure. Vous m'avez squeezé sur l'une, moi je squeezerais bien celle-ci. Non, mais sur cette offre, je la connais. Enfin, c'est le thème de l'inclusion en entreprise, mais effectivement, il y a plein de démarches légitimes sur ce domaine, et heureusement qu'ils se mettent en place dans les formations, dans les universités, etc. Néanmoins, je vois quand même une menace arriver de plein fouet dans les entreprises et dans les formations sur les formations dites inclusives et qui sont très souvent woke, etc. et qui sont des polices de la pensée. Et je le vois arriver, mais alors gros comme une maison, et on n'a plus le droit de rien dire, on n'a plus le droit de rien penser, on est présupposé raciste, on est présupposé homophobe, on est présupposé, et c'est ça qui m'inquiète en tout cas dans les entreprises. Je trouve que toutes les idéologies dont j'avais fait un livre sur le développement personnel dérivent maintenant, et c'est une conséquence logique, vers le wokisme, la cancel culture, etc. Donc l'inclusion est un formidable concept. Il ne s'agit pas du tout de critiquer toutes les démarches faites pour inclure les personnes qui ont des différences spécifiques à bien notifier, mais en même temps, il y a une dérive
dérive très vite sur l'inclusion et qui tourne au totalitarisme de la pensée. Même s'il en revient à une nécessaire politique aussi de l'entreprise, de toujours mieux inclure les différents... Vous voyez, on se sent obligé, alors que je l'ai quand même dit, j'ai dit c'est absolument une problématique nécessaire, il ne faut pas minimiser cette affaire, néanmoins il y a une dérive possible, oui, mais on revient quand même sur le fait que, vous voyez, c'est dingue. Jean-Pierre Clamadieu. Je vais reprendre un autre aspect de votre question, mais sur celui-ci, c'est ce que vous évoquez, Julie, est particulièrement sensible dans les entreprises anglo-saxonnes. On voit aujourd'hui des codes de conduite qui par moments ressemblent un petit peu à un code de la pensée. Non, alors très sensible, et je suis pas là pour dire que chez Engie tout va bien et qu'on fait tout parfaitement, mais cette question des jeunes, alors pendant la période de la pandémie, des jeunes qui étaient en apprentissage, qui cherchaient à trouver une entreprise d'accueil, des jeunes qui devaient faire des stages pour valider leur formation. Enfin, on a essayé de continuer à répondre présent, même si c'était souvent très compliqué. Mais je suis convaincu à titre personnel, et mes collègues chez Engie le sont, et beaucoup de mes collègues patrons de grandes entreprises le sont également, que nous avons un rôle à jouer dans la formation et que ce rôle, il faut qu'on l'assume, y compris dans des moments difficiles. Sur la situation d'aujourd'hui, alors ne voyez pas les choses de manière trop noire, parce que la réalité, c'est que la reprise est forte, que dans beaucoup de nos activités, nous avons des besoins de main-d'œuvre non satisfaits qui sont très conséquents. Et Engie, je faisais le point avant de venir, sur les 9 premiers mois de l'année, on a recruté 6000 personnes en France, 20% de moins de 25 ans. La machine est repartie. Donc soyez confiants et enthousiastes dans votre recherche d'emploi. Il y a aujourd'hui des opportunités. Il y en a même beaucoup parce qu'il s'est passé des phénomènes que on a décrits autour de cette étape qui font que des gens sont partis, sont éloignés du monde du travail. Donc regardez les choses avec optimisme et enthousiasme. Et je crois que ces opportunités, elles vont se transformer en réalité pour beaucoup d'entre vous. Alexandre Donavaille, patron de Catch Business School. Oui, si je peux rebondir sur ce que vous venez de dire, finalement, les entreprises, elles jouent le jeu. Alors je regarde sous le prisme de Catch, une école de management un peu particulière, effectivement, mais on n'a aucun étudiant aujourd'hui qui sort de nos programmes qui n'a pas l'emploi désiré. Il y a 90% de taux d'employabilité à 3 mois du diplôme, ce qui est quand même assez considérable. L'apprentissage, le volume d'apprentissage en France continue à... Il est historique, on n'a jamais embauché 500 000 autant apprentis en 2020. comme Pour ce qui nous concerne, 35% d'augmentation du nombre d'apprentis en 2 ans. Ça veut dire que les entreprises jouent le jeu, nombre de stages pareil. Donc je crois que les opportunités sont là, la croissance est là. Elle sera durable, je pense, différente, peut-être. Encore une fois, sortie de crise, on rebondit toujours meilleur d'une crise. Et je pense qu'il y a un effet de durabilité de ce qui est en train de se passer et de ce que l'on vit aujourd'hui. Donc, vous le dites, restez confiants. Je le dis à mes jeunes aussi. Et puis, il y a une autre chose. Vous avez vécu pendant 2 ans une période très, très spéciale, mais vous avez acquis tellement de compétences très particulières sur vous-même qu'aucun autre jeune n'aura pu acquérir de la même façon que vous. Et vous avez un bagage de ce point de vue-là personnel qui est juste extraordinaire, qu'il faut que vous sachiez faire valoir et qu'il faut que vous sachiez mettre en avant aussi lors de vos entretiens auprès des employeurs de demain. On va prendre la dernière question, sauf si vous voulez apporter quelque... Non, Nicolas Babrez valide le fait que nous prenions la dernière question. Donc la question que je voulais vous poser aujourd'hui revient un peu sur le thème qui a été évoqué par Léonard, qui est celui de la responsabilité de l'entreprise. Même si j'ai bien peur qu'elle ne cherche à convoyer un certain sens de scepticisme, l'idée devient assez courante aujourd'hui que par un certain renouveau générationnel, autant des employés comme des consommateurs, par une génération qui est peut-être plus socialisée, plus intéressée par les thématiques notamment de changement environnemental, que grâce à cette dynamique, les entreprises vont devenir plus responsables. Or, il semblerait qu'une certaine partie de la population ne fasse écho d'une dose de scepticisme, notamment en dénonçant ce qu'on appelle le greenwashing. Notamment, ce scepticisme cherche à dire que cette dynamique que j'évoquais plus tôt ne va pas vraiment changer les prises de responsabilité des entreprises, mais simplement leur stratégie de communication. Alors, ma question... C'est pas facile quand on est à 1 mètre là. C'est vrai. Baissez les yeux. Ouais. Ma question est donc, est-ce que la responsabilité peut vraiment émaner de cette, disons, de cette éducation, de cette socialisation, ou va-t-on être obligé à un moment d'amener une certaine mesure de contrainte ?
envers les entreprises. Jean-Pierre Clamadieu. Alors effectivement, là aussi la réponse courte est oui, bien sûr, il faut une forme de contrainte. Moi j'accueille avec intérêt le challenge de nos parties prenantes, comme on dit. Enfin le fait que vous, nos salariés, les gouvernements des pays ou des territoires dans lesquels on opère nous challenge et nous disent qu'est-ce que vous faites vraiment concrètement, ça me paraît très sain et un moyen d'avancer. Premier commentaire. Deuxième commentaire, les problématiques de développement durable, dans la plupart des grandes entreprises industrielles, c'est pas un sujet de la direction de la communication, ni un thème qu'on traite le samedi matin quand on a fait tout le reste de notre travail. C'est devenu un élément permanent de nos activités. Quand on fait un investissement aujourd'hui, on prend en compte, souvent au travers d'un prix du carbone, qui reste l'élément le plus simple finalement pour introduire cet aspect dans des décisions économiques. Donc quand on choisit un investissement, on l'intègre par le biais du prix du carbone, les impacts, les externalités, comme on dit, environnementales. Quand on fait tourner une éolienne, pour reprendre un sujet du moment, on ralentit sa vitesse, voire on l'arrête, dans certaines conditions climatiques qui font que nous pensons qu'il y aura des vols d'oiseaux migrateurs. J'étais hier avec Alain Bougrain-Dubourg pour parler de ce sujet, ou des chauves-souris. Donc et je ne dis pas qu'on le fait parfaitement une fois de plus, mais en tout cas, ces problématiques-là, elles sont devenues un élément permanent et constant de notre vie. Nos actionnaires, ça c'est une nouveauté, nous demandent des comptes. Nous sommes obligés, pour faire face à ces demandes, de produire des résultats chiffrés. Quand on parle de neutralité carbone à l'horizon de 2045, on a des grands débats pour savoir ce que ça veut dire. Et puis on dit de 2045, c'est loin, c'est quoi la trajectoire? Et on publie chaque année des chiffres, souvent audités par des auditeurs, comme ceux qui auditent nos chiffres financiers, qui montrent comment on progresse. Et à nouveau, mon propos, c'est pas de dire tout va bien, mais en tout cas, on a vraiment largement dépassé le sujet du greenwashing et du rapport développement durable fait par la direction de la communication. Aujourd'hui, tous les services de l'entreprise, toutes les équipes contribuent à ces démarches et dans une dynamique de progrès. Donc je n'espère pas avoir répondu complètement à votre question et continuer à nous challenger, parce que ça c'est important, mais soyez assurés que les entreprises avancent. Et j'ai peut-être oublié de revenir sur le dernier point. Est-ce qu'il faut des contraintes? Bien sûr, il faut des règles du jeu, il faut des cadres, il faut dans certains cas des réglementations, il faut être attentif à la manière dont elles sont faites, probablement qu'elles soient le plus intelligentes possible. On est souvent les meilleurs quand il faut décider d'allouer des investissements ici ou là en fonction de règles qui ont été fixés, mais il faut un cadre, il faut des gens qui s'assurent que le cadre est respecté, et il faut, je pense, un petit peu de confiance, parce que les acteurs économiques ont changé, parce que nous sommes aussi dans la cité. Enfin, un patron ou un dirigeant d'entreprise, c'est pas quelqu'un qui vit avec des œillères, il peut avoir des enfants qui le challenge, il a des clients, il a des employés qui lui posent ces questions avec autant de force que vous avez posé vous-même cette question, et donc je pense qu'on évolue. Nicolas Bavrez. Là encore, effectivement, le monde a changé. En fait, on peut vraiment avoir la date de la bascule. La bascule, c'est 2018, quand BlackRock, qui est le plus grand investisseur du monde, effectivement, jusqu'à présent, BlackRock regardait tout ça plutôt sous un angle de greenwashing, et donc regardait si les documents publiés, documents de référence ou autres, étaient à peu près convenables. Et depuis, le monde a vraiment changé. Il a changé pour la raison qui vient d'être dite, c'est que vous ne pouvez pas aller contre vos consommateurs, vos salariés et vos actionnaires. Ça fait beaucoup trop. Et donc, alors, il restera toujours des entreprises qui seront soit dans des conditions très particulières. Prenez par exemple aujourd'hui le secteur minier, qui va faire une année absolument miraculeuse avec les plus gros dividendes depuis. Mais c'est quelque chose qui de toute manière est tout à fait éphémère. Y compris les pétroliers sont en train de changer. Donc le greenwashing, est-ce qu'il a existé? Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut exister encore chez certaines entreprises? Oui. Est-ce qu'il est la norme? Non. Ensuite, la réponse à votre deuxième question, est-ce que le marché seul peut faire la transition climatique? Bien sûr, non. Il en fera une partie importante, mais j'allais dire en application, parce que lui seul a justement la puissance pour faire marcher ensemble les consommateurs, les entreprises, les actionnaires. Mais évidemment, il faut des signaux qui soient des signaux importants.
On a fait beaucoup de réglementation et de fiscalité de manière... Et on a oublié le vrai signal dans une économie de marché, qui est le prix. Alors le prix du carbone, c'est le dernier mot. Il y a des conditions. La première chose, c'est qu'il faut que ce soit prévisible. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait évidemment un ajustement aux frontières. La troisième chose, c'est qu'il faut que ce soit acceptable socialement. La grande erreur qui a été faite en France et qui a donné le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on a voulu instaurer une taxe carbone comme compensation à la suppression de la taxe d'habitation. Et ça, donc c'était pas un motif écologique déjà. Et par ailleurs, dans un pays qui est déjà surfiscalisé, ça a produit une catastrophe. Si on le fait comme en Suède, avec une transparence complète, utilisation soit pour subventionner des programmes écologiques, soit avec des aides sociales pour ceux qui sont les plus défavorisés et les plus touchés par la taxe carbone, là, ça peut marcher très bien, ce qui est le cas en Suède. Julia de Funès. Oui, mais j'avais un peu votre point de vue il y a quelques années encore, même plus que du scepticisme, du cynisme, en me disant mais les entreprises font du marketing éthique, du marketing si on joue un peu sur les mots. Et au-delà des contraintes qui sont à mon sens nécessaires, elles ont un intérêt. Donc c'est encore plus fort parce que les contraintes, on peut toujours un peu les contourner, mais l'intérêt, c'est dommage de passer à côté. Et toutes les entreprises que je rencontre ont un intérêt évidemment à être dans cette logique de raison d'être ou d'entreprise à mission, parce que pour les histoires d'attractivité, vous l'aviez dit, je crois, au début de notre table ronde, toutes les entreprises qui n'ont pas une raison d'être, une mission très forte, qui ne permettent pas aux collaborateurs de participer à un projet de leur choix, que ce soit social, sociétal, environnemental, humanitaire, ont d'énormes problèmes d'attractivité. Donc de toute façon, c'est un intérêt pour l'entreprise et moi je crois beaucoup à cette logique-là. Et juste pour finir, c'est exactement le même raisonnement que sur le travail. Quand on parle de la question du sens de l'entreprise ou du sens du travail, l'entreprise ne retrouve du sens aujourd'hui qu'en concédant à n'être qu'un moyen au service d'une plus grande cause qu'elle-même. Et si elle se pense encore comme une finalité, quand bien même c'est une très belle entreprise avec une belle identité de marque, des résultats financiers, économiques formidables, c'est nécessaire. Il ne s'agit pas du tout de dévaloriser ça. Il y a eu l'exemple de Danone, donc il ne s'agit pas de dévaloriser ça. Mais c'est plus du tout, le profit n'est plus simplement suffisant. Il est nécessaire, mais pas simplement suffisant. Le projet, la raison d'être est absolument incontournable, me semble-t-il. Alexandre de Navaille. Juste une toute petite chose. N'oubliez pas que dans 5 ou 10 ans, c'est vous qui serez responsabilité. Et que vous serez le leader qui décidera et qui sera celui qui sera peut-être sur ce siège-là challengé par les autres. Donc voilà, il y a une responsabilité collective et certainement des individus et des jeunes aujourd'hui. Et c'est fait partie des formations qu'on leur donne, qu'on souhaite leur donner. N'oubliez pas que vous serez les leaders demain, dans 5 ans, dans 10 ans, qui prendront les décisions qui permettront de répondre aux objectifs du développement durable et à tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Bien, merci. Merci à vous quatre pour la qualité de vos questions. Merci à tous nos intervenants d'y avoir répondu. Maintenant, c'est à vous, là, qui êtes dans cette salle. Ouh là, il y a déjà pas mal de mains qui se lèvent. Je vais aller au plus simple avec vous, Madame Derrien. Peut-être adresser votre question à un membre en particulier. Comme ça, ce sera plus simple et ça nous permettra d'avoir plein de questions et chacun pourra y répondre. Allez-y. Bonjour déjà. Bonjour. Alors peut-être les chefs d'entreprise. Donc, mais en même temps, enfin, c'est tout le monde. Je suis désolée. C'est bien, vous cassez la règle dès le démarrage. J'ai beaucoup d'autorité dans cette coupole. Merci de le signaler et de le signifier. En fait, je fais le lien avec ce que disait Madame de Funès. Le rôle d'un dirigeant n'est-il pas d'inventer demain avant les crises en faisant un travail tout à fait sérieux autour de la raison d'être, parce qu'il y a quand même des raisons d'être qui ne veulent rien dire. Donc, en faisant un travail tout à fait sérieux autour de la raison d'être, articulé autour de principes directeurs, pour ceux qui connaissent bien le sujet, il y a une raison d'être qui ne bouge jamais et des principes directeurs qui évoluent avec le temps, pour pouvoir mieux repenser l'intelligence du travail qui n'est pas que le télétravail. Et donc assurer une performance du quotidien pour pouvoir financer des innovations qui vont permettre à l'entreprise de s'inscrire dans la durabilité. Ce que font notamment les GAFA. Ils changent les règles du jeu tout le temps. Jean-Pierre Clamadieu. Réponse courte, oui. Enfin oui, vous avez tout à fait raison dans la manière dont vous déroulez votre raisonnement. D'abord, effectivement, la raison d'être, c'est quelque chose qui est supposé être permanent. Les stratégies permanentes, sur une certaine durée en tout cas, les stratégies, elles évoluent. Et d'ailleurs, j'ai quelques souvenirs chez NJ de discussions autour de la stratégie dans lesquelles la raison d'être est revenue tout d'un coup sur la table du conseil pour se dire, tiens, au fait, on avait dit est-ce que cette décision stratégique est bien alignée ou pas avec la raison d'être? Deuxième chose, l'entreprise, il faut qu'elle soit profitable et les profits, elle en distribue une partie à ses actionnaires, ça fait partie de son
sa raison d'être aussi, mais elle les réinvestit dans un certain nombre d'innovations de toute nature et des projets de nature diverse, comme vous le disiez tout à l'heure. Pour arriver à motiver nos équipes, nos salariés, il faut leur offrir quelque chose. Et pour certains de nos salariés, c'est la participation à ce grand projet qui est la transition énergétique et climatique. Et puis on a sur le terrain des salariés qui ont envie de s'investir dans d'autres projets, et quand l'entreprise leur donne un coup de pouce, du temps, quelquefois des moyens pour participer, je ne sais pas, à une opération d'insertion sur le terrain, c'est quelque chose qui crée une adhésion et une envie forte de contribuer au projet. Mais à nouveau, votre raisonnement me paraît parfaitement logique. Sur la vraie révolution, c'est-à-dire Alors, les grands changements, nous n'attendons pas les crises pour les grands changements. Oui, oui, sûrement. Ceci dit, les crises, elles aident bien. Et je pense que surtout, non, mais je ne vais pas vous dire attendons la prochaine crise. Hein, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est on a eu une crise majeure, inimaginable. Il faut vraiment qu'on en tire toutes les opportunités. Et est-ce que quelqu'un veut apporter, Juste qu'après une chose, qu'on puisse poser le plus de questions de la salle aussi? Je ne crois Allez-y. pas que les entreprises aient attendu la crise que l'on vient de vivre pendant 2 ans pour se poser la question de leur sens, de leur raison d'être et de leur vision. Et heureusement. Donc ce n'est pas forcément uniquement par les crises que les entreprises se remettent en question et pensent différemment. Alors, on va prendre une autre question. Je vois que monsieur, vous êtes là. Et promis, après, je me retourne. S'il y a des questions, je ne vous oublie pas derrière moi. Alors, on va vous apporter un micro. Hop, bonjour, monsieur. Et à Bonjour. vous. J'avais une question pour monsieur Bavrez. Dans son constat, il a parlé des 4 millions de démissionnaires aux États-Unis. Donc, je voulais savoir pourquoi ce phénomène n'est pas vraiment arrivé en Europe et en France. Et est-ce qu'il va arriver, quoi? Et ma deuxième question, si aux États-Unis déjà ils commencent à démissionner, donc ça veut dire que c'est peut-être la fin de l'entreprise, quoi. Donc voilà. Voilà, alors, vous savez, malheureusement, on n'a pas 1 heure pour repartir. Bon courage. Non, mais est-ce que ça existe en Europe et en France? Réponse oui. Quand on regarde aujourd'hui dans notre pays les difficultés de l'hôtellerie-restauration, il y a beaucoup de salariés qui étaient depuis longtemps dans ce secteur et qui ont du coup redécouvert la vie de famille, un certain nombre de choses, et qui ne veulent plus revenir en tout cas aux conditions précédentes. Donc nous avons également ce phénomène. Il est moins violent en Europe parce qu'il y a le filet de sécurité de l'État-providence. Aux États-Unis, quand on démissionne, il n'y a pas de revenu de substitution. En tout cas, il y en a un qui est beaucoup plus limité que chez nous. Donc ça existe également en Europe. Comment est-ce que les choses vont se réguler? On voit qu'il y a une capacité de réaction quand même rapide. Vous avez vu que l'hôtellerie-restauration, par exemple, a ouvert des négociations sur les rémunérations, sur les conditions de travail. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais on part quand même sur 10%, ce qui est historique. Exactement. Donc, la demande qui est faite par les syndicats est de 25%. Ce qui s'est passé, effectivement, c'est de l'ordre de 10%. Il y a aussi un autre phénomène qui est très préoccupant, pour le coup, c'est que ça ne concerne pas que les entreprises. Quand on regarde aujourd'hui les secteurs de la santé, de l'action sociale, de l'éducation, notamment l'enseignement public, on commence à avoir des départs importants, j'allais dire au moment même où on a augmenté les rémunérations, ce qui montre bien que le problème, en fait, je pense que c'est assez paradoxal parce que les métiers du service public devraient être des métiers à forte raison d'être, et je pense que les modes d'organisation du travail et de management sont restés tellement obsolètes que les gens qui sont dans ces métiers, du coup, paradoxalement, sont dans un... c'est vrai que l'hôpital est une espèce d'univers complètement absurde où plus personne ne sait vraiment ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Donc, voilà les... Vous voyez, c'est dire que la crise est effectivement extrêmement vaste. Et là encore, c'est que tout le monde va devoir se bouger. Parce que l'hôpital... Pendant longtemps, la réponse a été d'expliquer qu'on allait embaucher des infirmières en Roumanie ou ailleurs. Donc, et maintenant, clairement, ça ne suffit plus du tout. Donc, il va falloir trouver d'autres moyens et remettre en question, dans le secteur public aussi, les modes d'organisation, de management et d'engagement, de mobilisation des gens qui font ces métiers. Alors, d'autres questions, je m'étais promis de me retourner, mais voilà. Alors, monsieur, si on peut vous amener un micro. Hop. Pardon, je vais même me lever, je vais vous laisser passer, allez-y. Hop. Oula. Hop.
Bonjour, À vous, monsieur. Bonjour André Lefebvre. Est-ce que vous ne pensez pas que la notion de télétravail est déjà un petit peu dépassée et que le véritable challenge aujourd'hui pour les entreprises, c'est d'adopter en fait un mode d'organisation hybride avec une majorité de salariés qui vont travailler à distance et travailler sur site, et toute la problématique de l'adaptation des modes de management, des modes de leadership associés à cette nouvelle organisation du travail. C'est très intéressant. Je crois que vous avez eu du mal à entendre le début de la question, Julien. Mais est-ce que le télétravail n'est pas... Oui, la question était Je très répondrai précise. pas à la question, c'est pas grave. C'était pour... Non, non, non. Oui, Non, non. c'était Bah, pour réponse vous. collective. Allez, Julien, pour vous. Bon, ok. Oui, effectivement, on est dans une forme d'hybridation. C'est pour ça que je ne crois pas trop, ou je questionne en tout cas le contre-argument du collectif vis-à-vis du télétravail. Je ne crois pas du tout que le télétravail en forme d'hybridation, pas évidemment 5 jours sur 5 en télétravail, ne va entamer le collectif, parce qu'il y a toujours des moments de réunion possibles. C'est beaucoup plus compliqué de les organiser, ça je le concède volontiers, mais ça n'empêche pas de se retrouver. Et puis il y a d'autres raisons aussi. Le présentiel n'a jamais garanti un collectif très fort. Et enfin, le fait de distancer, de virtualiser les relations, les rend d'autant plus attirées et désirables, que c'est vrai en amitié, c'est vrai en amour aussi. Quand on est en présence continuelle les uns à côté des autres, une usure peut éventuellement se créer. Il suffit de se distancer pour redésirer retrouver l'autre. Et donc le contre-argument du collectif, j'y crois pas. Sur le mode de management qui doit s'adapter, là aussi, il ne s'agit pas d'être philanthropiquement correct ou politiquement correct quand on dit qu'on passe à un management de la confiance. Et ça veut dire quoi? C'est pas du tout une perte d'autorité. Je crois que beaucoup de gens confondent le management par la confiance avec une transversalité qui ne fait que conforter tout le monde dans sa propre ignorance et niveler, à mon sens, tout le monde. Bah oui, mais je suis un peu radicale parce qu'on a peu de temps. Et J'ai rien dit, moi, je vous ai pas grondé. Non. Et donc un management par la confiance, les managers sont acculés à faire confiance, à lâcher prise et à ne plus, sinon plus les collaborateurs sous l'œil en permanence. Et pourquoi c'est intéressant pour l'entreprise? Parce que c'est rentable. Et c'est pas parce qu'encore une fois, philosophiquement, ça fait bien. Mais la confiance est très rentable existentiellement. Quand vous faites confiance à quelqu'un, pas aux flemmards, aux glandeurs et aux paresseux, mais ceux qui ont envie de travailler, quand vous leur faites confiance, la personne se sent tellement investie par cette confiance reçue qu'elle adopte progressivement un comportement digne de confiance. Elle veut s'en montrer digne. D'ailleurs, toutes les études sur le télétravail montrent que les gens ne travaillent pas moins ou moins bien en télétravail qu'au bureau. C'est parce que c'est une reconnaissance de leur autonomie. On laisse la personne agir à partir d'elle-même et donc elle veut se montrer digne de ça. Il y aurait beaucoup d'exemples littéraires, il y aurait beaucoup d'exemples dans le management aussi qui expliquent ça. Donc la confiance, c'est une obligation aujourd'hui. On est obligé, puisqu'on ne voit plus les collaborateurs aussi souvent qu'avant, et en plus de toute façon c'est rentable. J'aurais bien aimé distinguer la confiance de plusieurs concepts qu'on mélange dans l'entreprise, mais je pense que je n'ai absolument pas le temps et parce que ce serait impoli de monopoliser la parole. Est-ce que quelqu'un d'autre va apporter un élément de Juste une réponse? chose, je pense que en fait on n'a pas attendu, je reprends ma casquette de manager leader, on n'a pas attendu le télétravail pour faire confiance et changer notre mode de management. Moi quand j'avais 1500 collaborateurs dans mon réseau en France, je les voyais pas encore une fois tous les jours, et donc les objectifs étaient clairs. La feuille de route était sans doute assez claire aussi, et puis on travaille ensuite avec ses collaborateurs sur les résultats. Je pense que ce qu'on attend, c'est des résultats, et à la limite, peu importe la façon dont ils sont atteints, si c'est en physique ou pas en physique, immédiatement à côté de moi ou pas. Voilà, c'est une façon un peu différente de voir les choses peut-être. On va prendre une autre question qui... Alors, madame, là, on va vous apporter... je vais me relever. Hop. Pardon. Merci. Hop, on va vous apporter un micro. Mettez-le bien proche de votre... Là, madame à gauche. Hop. On puisse bien vous entendre. À vous. Bonjour, merci. C'est une question pour Juliette Funès, mais aussi peut-être pour les autres. Un tout petit peu plus fort, si ça vous oui. embête pas, pour que chacun puisse bien entendre la question. On a parlé de beaucoup de choses. Moi, j'avais une question qui était plus par rapport à l'inclusivité. Comment aujourd'hui l'entreprise peut-elle accélérer la représentativité des femmes, notamment dans les strates dirigeantes? Voilà. Est-ce que la discrimination positive est une vraie solution? Est-ce que ça peut générer des frustrations? Alors une question effectivement très importante que je me permets de compléter, puisqu'une loi va sûrement être votée qui va obliger d'avoir enfin 30% de femmes minimum en 2027 dans les comités de direction, les organes de direction des entreprises, et 40% à l'horizon de 2030. Je vous vois sourire, Jean-Paul. Oui, alors je souris parce que quand on me pose cette question, je fais une réponse qui me rend à la fois fier et pas tant que ça, puisque Engie est la seule entreprise dont le directeur général est une directrice générale, Catherine MacGregor, et j'en suis fier parce qu'effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est important et qui est un marqueur pour le groupe, et pas si fier que ça parce que
que dans le CAC 40, il n'y ait qu'une seule femme dirigeante, ça montre qu'effectivement, on n'a pas été tout à fait Et si on élargit à la 10 hauteur. femmes dans le SBF. Oui, Donc, mais ça, absolument. Alors derrière ça, quelques autres commentaires. Moi, je crois effectivement que la diversité est très importante, et pas là non plus pour être politiquement correct, parce qu'au fil de mon expérience, j'ai pas mal de cheveux blancs et j'ai opéré dans pas mal d'environnements et de secteurs. Je crois qu'une équipe diverse prend de meilleures décisions qu'une équipe dans laquelle tout le monde se ressemble, a la même histoire, les mêmes références. Et par ailleurs, on a un sujet de talent, on l'a dit tout à l'heure. On ne peut pas se priver d'une partie de la moitié du talent pool du fait de processus de décision qui conduisent à ne pas reconnaître suffisamment la diversité. Maintenant, quels sont les bons outils? Compliqués, on pourrait débattre longuement. On a fait un choix en France assez original pour les conseils d'administration en fixant des quotas. Effectivement, dans un conseil d'administration, il ne faut pas qu'il y ait un genre qui représente plus de 60% du total. Donc ça veut dire qu'on a des conseils qui, par construction, sont divers aujourd'hui. J'étais très réservé quand cette loi dite Copé-Zimmermann a été votée il y a une dizaine d'années. En réalité, elle a eu plein d'effets très positifs parce que derrière la diversité de genre, elle a créé des diversités beaucoup plus nombreuses. On a vu apparaître de nouveaux profils, des gens qui étaient un petit peu plus jeunes, qui avaient des expériences internationales plus importantes, qui venaient d'autres secteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, les conseils d'administration fonctionnent mieux qu'il y a 10 ans pour une série de raisons, mais cette obligation de diversité y a contribué. En revanche, l'échec, c'est qu'on pensait qu'en commençant par les conseils d'administration, on allait naturellement descendre vers les équipes de direction, vers les comités exécutifs. Ça ne s'est pas produit. Et là, on a encore énormément de retard, et peut-être en particulier en France. C'est un challenge. Comment est-ce qu'on essaye d'avancer? Alors, on se fixe des objectifs dans les entreprises, donc ce n'est pas tout à fait des quotas, c'est des objectifs aspirationnels, et puis la loi va nous imposer une forme de diversité, alors sur un périmètre qui est un petit peu plus large que les comités de direction. Je crois que l'enjeu essentiel, c'est qu'on perçoive dans les entreprises l'importance de la diversité. Là aussi, je crois qu'on progresse pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, mais il y a encore un chemin à faire. Et puis, on a un sujet de talent et on a un sujet de formation. Je suis un ancien élève de l'école des mines de Paris. Je m'étais éloigné de l'école pendant pas mal d'années, puis j'y suis revenu parce qu'on m'a demandé de jouer un petit rôle dans cette école il y a quelques mois. Et j'ai constaté avec stupéfaction que le taux de féminisation des promotions aujourd'hui, à l'école des mines, c'est entre 25 et 30% selon les promotions, est pas meilleur qu'il était lorsque j'étais étudiant dans cette école il y a 40 ans. Et là, on revient au fait qu'en France en particulier, les jeunes femmes ne s'engagent pas dans les études scientifiques et techniques avec autant d'enthousiasme que leurs collègues masculins. C'est un sujet dont je parle beaucoup avec un certain nombre de mes collègues parce qu'on est beaucoup à être confrontés à cette difficulté d'accès à un talent pool plus divers dans des fonctions qui requièrent des formations scientifiques de très haut niveau. Il y a quelque chose à faire. On n'a pas encore très bien compris comment, parce que ça renvoie sans doute à des actions qui touchent aux enfants à des âges très jeunes. Mais il faut qu'on arrive à progresser. La diversité est essentielle à la fois pour la qualité du travail, des décisions prises et parce qu'on a besoin de tous les talents, en particulier dans ces formations scientifiques techniques, dans lesquelles il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Nicolas Bavrez, vous vouliez également apporter quelque chose? Oui, pour aller très vite, moi je ne suis pas un partisan farouche de la discrimination positive par principe. Mais c'est vrai que ce qui a été fait sur les conseils d'administration s'est révélé très positif. Ça a permis de rajeunir, d'ouvrir, d'internationaliser aussi les conseils, et ça n'est pas discuté. Donc le fait maintenant de descendre sur les comités exécutifs, pour moi, c'est très bien. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de secteurs où, en réalité, les consommateurs sont d'abord des consommatrices. Et mine de rien, si on veut vendre à des consommatrices, c'est pas idiot d'être une femme, ou en tout cas d'en avoir un certain nombre dans le paysage. Et donc, je crois que le mouvement va se faire. En réalité, c'était un mouvement qui progressait, mais qui était extrêmement lent. Donc, le coup d'accélérateur est bienvenu. Ce à quoi je crois qu'il faut, et on l'a évoqué, ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'à l'inverse, je pense que ce qu'on voit aux États-Unis, où on commence à avoir des classements à la fois de salariés et des exigences sur les marchés publics, avec des gens qui sont classés par genre, par orientation sexuelle, par religion et par race,
ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel il ne faut s'engager sous aucun prétexte. Parce que là, c'est vrai que ça, c'est vraiment le basculement dans le système woke, et là, il n'y a plus de République. Donc, c'est vraiment quelque chose dans lequel il ne faut pas tomber. Est-ce que Julia ou Alexandre, vous voulez apporter un dernier mot? Parce que nous allons malheureusement devoir conclure, ça passe trop vite, mais c'est ainsi. Mais en fait, elle m'était adressée initialement la question. Non, juste un mot, parce que effectivement, je trouve que les quotas soignent le symptôme, mais pas du tout la cause. C'est pas parce qu'on a dit femmes dans un comité de direction d'administration que le problème des femmes est résolu, loin de là. Et si les conditions de possibilité ne sont pas là, c'est pas du tout une question d'impossibilité. Aujourd'hui, je parle en France, pour les femmes, on peut tout faire. La preuve, directrice générale, on peut être présidente de la République, à la limite, il n'y a aucun problème. Donc c'est pas une question de permissivité, mais c'est une condition de possibilité. Et la vie des femmes est incomparable, et je suis pas féministe, néo-féministe, mais la vie des femmes quotidiennement est incomparable avec celle des hommes. Pourquoi on s'engage pas dans certaines professions? Parce que notre vie familiale est beaucoup plus chargée en général encore que celle des hommes. Et évidemment, on va m'invoquer que bien sûr, il y a des hommes qui s'occupent de leur famille, évidemment. Mais enfin, de façon globale, on a une vie, une charge mentale sur la vie de famille beaucoup plus impactante. Donc demander aux gens et se réjouir parfois qu'il y ait 10 femmes dans un comité d'administration, mais c'est rendre la vie des femmes, c'est pas du tout une libération, c'est un sacerdoce, parce qu'entre un boulot qui est très très conséquent, la vie de famille, etc., c'est pas du tout la même chose, et c'est loin d'être l'égalité entre l'homme et la femme. Donc pour moi, c'est le quota est une facilité de penser qui a des effets bénéfiques dans la réalité, parce qu'on a tous des bienfaits à trouver de cette diversité, mais qui ne résout absolument pas la problématique des femmes, qui pour moi est beaucoup plus ancrée philosophiquement et existentiellement. Et le gros problème, c'est cette différence d'égalité entre la vie des femmes et la vie des hommes quand une famille se crée, ou quand les conditions de vie sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, en tout cas, un grand merci à vous tous. Pour ceux qui justement auraient envie de continuer d'applaudir Julia de Funès, sachez qu'elle va dédicacer ensuite son livre à la librairie Les Immortels, qui est la librairie de l'Institut. Si là vous êtes en train de vous dire où est-ce que c'est un petit peu plus loin, bien évidemment. Plus sérieusement, je tiens à vous remercier tous d'avoir participé à cette table ronde, et bonne rencontre capitale.